Et ce soir, notre invitée à 18h17, la directrice générale de l'association Oxfam France. Elle est l'ancienne secrétaire nationale d'Europe Écologie Les Verts et ancienne ministre du Logement de François Hollande. Bonsoir Cécile Duflot. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir en direct dans le studio d'Europe Soir. On va bien sûr évoquer avec vous la lutte contre la pauvreté dont les derniers chiffres sont alarmants. D'abord, une question d'actualité sur la situation énergétique qu'on vit en ce moment. Une centrale à charbon a été redémarrée en urgence pour éviter des coupures, nous dit-on, d'électricité. Alors d'un côté, on ferme des centrales nucléaires où on veut le faire et dans le même temps, on fait partir le charbon qui est, on le sait, extrêmement polluant. Est-ce que ça n'est pas une situation tout de même ubuesque ? Alors, la situation actuelle, c'est la réponse a été faite par RTE. Elle est liée au fait que 13 centrales sont en maintenance, que leur décalage a été... le décalage des travaux a fait que les centrales... Oui. Du coup, on voit bien que le nucléaire... Mais aussi parce qu'il n'y a pas suffisamment de vent, si j'ai bien suivi la déclaration de RTE, pour faire tourner les éoliennes. Alors, on a un vrai sujet sur la question de l'énergie renouvelable et de l'énergie en général, c'est la question de son intermittence. Donc, c'est pour ça qu'il faut penser la transition énergétique de manière globale. La première des bonnes énergies, c'est celle qu'il ne faut pas consommer. Oui. Et c'est vrai qu'on s'est habitué à gaspiller une partie de l'énergie. Mais si on pense à la question climatique, l'énergie et notamment la production d'électricité, que c'est 24% de notre énergie, donc il faut voir les choses de manière beaucoup plus globale. Et ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, le modèle sur lequel nous fonctionnons n'est pas un modèle durable à aucun point de vue. Je vous pose la question parce qu'il y a eu un coup de semonce très fort du Conseil d'État sur les objectifs de Paris concernant la baisse des émissions de CO2. Est-ce que le nucléaire, finalement, ça n'est pas un mauvais combat ? Est-ce que le nucléaire n'est pas une énergie d'avenir qui est très peu polluante et c'est sur d'autres secteurs qu'il faut aller chercher ces baisses de CO2 ? Alors c'est drôle parce que cette espèce de mantra revient. C'est-à-dire ça a été pendant longtemps. Le nucléaire, il y a eu plusieurs histoires. Il y a eu d'abord l'histoire de c'est pas cher. Non, d'abord l'indépendance énergétique, puis c'est pas cher. Puis maintenant on dit ah oui mais c'est le climat. Donc en fait la question c'est de ne pas se focaliser uniquement sur la production d'énergie. Il y a la question des transports qui est l'élément majeur d'émissions de gaz à effet de serre, la question de l'immobilier et des logements. Donc prendre la question uniquement par l'énergie, c'est se tromper. Ensuite, la question du mix énergétique et de l'horizon d'une énergie 100% renouvelable, c'est un horizon qu'on ne peut pas atteindre du jour au lendemain. Donc il est certain qu'il y a une période de transition. Mais il faut vraiment porter ces choses de manière globale. Et ce que dit très bien la décision du Conseil d'État, c'est qu'en tout état de cause, nous ne respectons pas les objectifs que nous nous sommes nous-mêmes donnés au travers de l'accord de Paris et de la stratégie nationale bas carbone. Est-ce que justement, il n'est pas temps d'aller plus loin et plus fort ? Par exemple, l'interdiction des véhicules diesel. Paris l'a promis pour 2024. L'Angleterre annonce aujourd'hui qu'elle interdira tous les véhicules thermiques en 2030. Est-ce que vous y êtes favorable ? Est-ce que c'est de cette manière-là qu'on peut faire baisser rapidement et durablement les émissions de CO2 ? Il faut utiliser 3 outils. 1, la réglementation, ce qui est interdit et ce qui est autorisé. Et typiquement, on peut dire tout ce qui est le plus polluant, ça va devenir interdit. On pourrait aussi dire, on n'a plus le droit d'extraire du charbon du sol, à l'échelle mondiale par ailleurs, pas uniquement à l'échelle française. Donc oui, la réglementation, c'est important, il faut qu'on aille plus rapidement dans cette direction. Il faut aussi de l'investissement, de la commande publique, pour trouver des solutions de substitution, pour réfléchir à un autre modèle de transport, pour rapprocher les lieux de travail des lieux de domicile, etc. Et puis enfin, il faut aussi travailler sur la fiscalité. Oui. Donc en fait, c'est pas une solution. Il faut se dire que on a une stratégie, on a un objectif, et on tient tous ces objectifs bout par bout, en pensant aussi à la question des inégalités. Mais pour arriver à une baisse des émissions de CO2 de 40%, d'ici 2030, il va falloir aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. C'est pour ça que je vous parle des véhicules polluants, qui sont une source d'émissions de CO2 très important. Ça, c'est vrai. Il faut rappeler pourquoi cet objectif. Pourquoi on a fixé cet objectif ? C'est pas pour embêter les propriétaires de véhicules de telle ou telle sorte. On a fixé cet objectif pour essayer de rester sous les 2 degrés. Et même de tendre vers les 1,5 degré. Parce qu'on sait très bien, et on vient de le vivre, les conséquences du dérèglement climatique, elles sont déjà réelles partout dans le monde, mais même dans nos territoires dits tempérés. En France, on vit des tempêtes, on vit des phénomènes météo extrêmes qu'on ne connaissait pas avant. Donc c'est ça l'objectif. Et une fois qu'on a cet objectif-là, on se dit comment il faut faire, et il faut agir sur tous les fronts simultanément. Il faut une grande politique de rénovation thermique, il faut changer de modèle agricole, il faut changer nos moyens de transport, et puis il faut surtout essayer de gaspiller le moins possible de l'énergie, y compris en n'achetant pas des produits manufacturés. Mais après, il faut passer aux réalisations et aux actes, parce que ce discours-là, ça fait longtemps qu'on l'entend. Exactement, c'est là que vous avez raison, et c'est toute la force de la décision du Conseil d'État, qui est de dire arrêtons d'avoir des grands engagements et de ne pas avoir les actes. Et c'est ce que demandent les ONG, c'est ce que nous avons demandé en mobilisant 2 millions, presque 400 000 personnes derrière l'affaire du siècle, de dire les discours ne suffisent pas en matière climatique, il faut des actes. Il faut des actes qui vont
plus vite et de façon plus volontariste que ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors Cécile Duflot, sur la lutte contre la pauvreté, 1 million de pauvres supplémentaires cette année, c'est ce que prédisent les derniers indicateurs. La France passera la triste barre des 10 millions de précaires, 10 millions de précaires sur en 67 France, millions d'habitants. Sur 67 millions d'habitants. Comment lutter efficacement contre cette extrême pauvreté? Si vous aviez une baguette magique en une mesure. La redistribution, c'est la méthode qui marche, parce qu'on a un moyen de comparer la situation aux États-Unis et la situation en France. Les inégalités primaires aux États-Unis et en France sont presque comparables. Oui. En revanche, après redistribution, mais on est déjà le pays le plus redistributif. On n'est pas le pays le plus redistributif, on l'est de moins en moins, et surtout depuis 20 ans, la progressivité des impôts est en chute libre, notamment parce que pèse beaucoup sur les revenus la TVA, par exemple, qui pèse beaucoup plus en proportion sur les revenus des plus pauvres. Donc il faudrait baisser la TVA. Non, il faut avoir un système fiscal plus juste, plus redistributif et donc plus progressif et aussi plus écologique. Donc vous dites oui à la taxe Covid, par exemple, pour remettre un impôt pour les plus riches, comme c'est évoqué en ce moment dans le débat public. Oxfam fait partie des organisations qui a regretté la fin de l'ISF, qui regrette aussi la flat tax, donc la taxe qui plafonne. Mais l'ISF, vous savez comme moi, Cécile Duflot, que c'était un symbole, 3 milliards d'euros, ça rapporte par an, c'est très peu. Déjà 3 milliards d'euros, c'est pas rien. Ensuite, on peut réfléchir à une autre progressivité de l'impôt sur le revenu. On peut aussi travailler sur la question de l'imposition sur le capital, de l'imposition sur les successions. Aujourd'hui, quand on dit ça, on dit non, mais on va priver les gens de leur maison. Il y a des successions qui concernent des milliards d'euros, voire des centaines de millions d'euros. Est-ce que c'est logique, quand vous êtes né dans la bonne famille, de recevoir sans avoir rien fait des centaines et des centaines de millions d'euros? On peut se poser la question de l'utilité sociale. Donc cette question de la redistribution, elle est utile à tous. Pourquoi? Parce qu'il y a un épidémiologiste qui a travaillé là-dessus et qui montre que les sociétés plus égalitaires sont en meilleure santé. Les plus pauvres, ça on dirait que ça tombe sous le sens, mais aussi les plus riches. C'est-à-dire que les sociétés inégalitaires sont des sociétés qui vont mal. Aux États-Unis, depuis 3 ans, l'espérance de vie est en baisse. Il y a quelque chose de nouveau aussi dans ces chiffres, Cécile Duflot, vous me dites si je me trompe, ce sont les profils qui sont maintenant différents. Ce sont des jeunes, ce sont des auto-entrepreneurs, ce sont des chefs d'entreprise, ces gens qui vont tomber dans la précarité, ce sont des commerçants, ce sont des artisans, ce sont des gens qui travaillent. Et qui n'arrivent plus à vivre de leur travail. Exactement. Et à l'inverse, on voit bien que le chômage partiel, par exemple, a été un filet de sécurité dans notre pays qui n'existe pas dans d'autres pays et qui a évité la bascule de plein d'autres personnes. Donc on voit bien que cette question de la solidarité, c'est le président de la République qui a dit on doit être une nation de citoyens solidaires. Enfin, pourquoi on doit être une nation de citoyens solidaires? Parce que face à des grandes crises, on ne s'en sort que par la solidarité. Tout le monde comprend bien, quand vous prenez une assurance, vous n'avez pas les moyens, si vous perdez votre maison dans un incendie, de la remplacer tout seul. En revanche, il n'y a pas beaucoup de maisons qui brûlent chaque année. Donc si on mutualise le risque, eh bien on peut permettre à ceux qui vivent ce genre de catastrophe de pouvoir y pourvoir. C'est comme la santé. Et bien sur cette question de préserver les plus fragiles, je pense que de la même manière, on doit avoir ce filet de sécurité partagé par tous. Politiquement, il se passe quelque chose d'assez étonnant. Ce sont que les Républicains sont force de proposition sur cette question de la précarité, de la lutte contre les inégalités. Bruno Retailleau propose par exemple d'abaisser les déductions fiscales pour les dons aux associations. Le député Guillaume Pelletier veut élargir l'interdiction du gaspillage alimentaire sur les invendus des grandes surfaces. Ce sont des mesures qui peut-être à vos yeux ne vont pas assez loin, mais ils sont à l'offensive. Est-ce que la gauche, qui est votre famille politique d'origine, est-ce que la gauche a perdu ce combat-là ? Alors en fait, la question, c'est pas de ça. Pour le coup, là, c'est pas la gauche, la droite. De la même manière, c'est pas les proclamations, c'est la réalité. La question du partage des richesses, la question de lutter contre les inégalités, c'est un horizon qui peut être celui de tous. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, des organisations internationales comme le FMI ou la Banque mondiale disent que l'aggravation des inégalités, c'est la cause de déstabilisation la plus importante des sociétés et possiblement une cause de violence. En 2019, dans 42 pays, en France avec les Gilets jaunes, il y a eu des mouvements sociaux qui étaient fortement nourris de cette question des inégalités. Donc j'allais dire que tout le monde d'un peu vertébré cérébralement est capable de comprendre qu'aujourd'hui, s'inquiéter de la crise climatique et s'inquiéter de l'envolée de ces inégalités est une question de survie de nos sociétés humaines, tout simplement. Merci Cécile Duflot d'avoir été ce soir notre invitée. Merci à vous. Merci.